Donc l'objectif de ma communication est de vous exposer une maçonnerie particulièrement sophistiquée qui s'est développée en Égypte à l'époque ptolémaïque et romaine, c'est-à-dire entre moins 300 et 200 après Jésus-Christ. Elle concerne une catégorie particulière de monuments, celle de temples. Alors les temples auxquels je vais faire allusion sont majoritairement situés en Haute-Égypte, c'est-à-dire entre Luxor et Assouan, à proximité en fait d'un immense gisement de pierre de grès qui est celui du Jebel Silsilé. Ils sont pour la plupart dans des remarquables états de conservation. Voici deux exemples, le temple d'Edfou et le Pronaos d'Esna. Ils sont donc quasiment, pour la plupart, ils sont quasiment intacts. Donc, ce qui témoigne d'une résistance au temps exceptionnelle, puisqu'ils ont donc plus de 2000 ans. Évidemment, le climat joue un rôle important, puisqu'il pleut peu, mais les intempéries sont quand même sont présents, comme en Égypte. Et alors, c'est pas tout à fait exceptionnel dans la mesure où, enfin, c'est pas étonnant dans la mesure où en fait ces temples étaient pour les Égyptiens des ouvrages dans lesquels il fallait prendre une attention toute particulière, puisque c'était des garanties contre le chaos. C'est-à-dire que c'était un point de contact entre la vie terrestre et le ciel. Et donc, en fait, ils ne pouvaient pas concevoir que leurs monuments se détruisent ou s'altèrent. Donc, en fait, ils avaient pris toutes les précautions pour que ces temples puissent résister le plus longtemps possible. Donc, en fait, en inspectant plusieurs aspects de la maçonnerie de ces monuments, il me semble possible de mettre en lumière des principes un peu plus généraux et notamment montrer que la résistance était importante à leurs yeux, mais d'autres aspects comme la gestion du chantier et aussi les questions économiques sont tout aussi importantes. Voici alors quelques vues de ces monuments. Donc l'aspect extérieur de ces monuments est très austère, c'est assez massif. C'est accentué par le fait de l'inclinaison des parois extérieures. Il y a peu d'ouverture. Donc en fait déjà de l'extérieur ça donne une impression extrêmement solide. Toutes les parois de ces monuments étaient décorées aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Par contre, cet aspect à l'extérieur très massif cache un jeu de vide à l'intérieur assez sophistiqué. Quelques remarques. Les temples sont toujours axés selon un axe processionnel, et puis le long qui mène donc au sein des saints à une cella qui est au fond. Mais il y a tout à l'intérieur, il y avait tout un système, c'est assez compliqué au niveau théologique. Enfin, évidemment, il y avait un programme théologique qui était tout aussi complexe. Donc en fait, vous voyez, c'est une somme de contraintes qui sont regroupées dans un monument, somme toute relativement réduite. Alors, ce qui est assez extraordinaire dans cette architecture, c'est qu'elle est extrêmement normalisée à tout point de vue au niveau de la grammaire, on va dire, les murs inclinés, l'axialité. Les matériaux sont souvent, pour la plupart de ces monuments, sont en grès, mais on voit qu'il y a une liberté qui est quand même aussi qui est très grande. Et là, vous voyez, ils sont tous représentés à la même échelle. On en a certains qui ont, la plupart n'ont qu'un axe, mais certains en ont comme à Komombo, je ne sais plus où il est là-haut. On a deux axes parallèles. D'autres, on a des axes perpendiculaires, deux axes perpendiculaires dans celui-ci, par exemple. Donc voilà, pour montrer que c'est très... en fait, il s'adapte beaucoup au contexte, évidemment, des sites. Pour les celles-là, généralement, on a une selle... donc tout le monument est construit autour de cette celle-là. Alors, des fois, on en a deux. Des fois, on en a ici trois, deux ici. Enfin, donc là aussi, il y a des choses qui sont assez variables. Voilà une vue d'une celle-là.
Alors, on ne le voit pas très bien sur cette... mais ici, c'était pour vous montrer un premier point très important à propos de la maçonnerie que je vais vous exposer, c'est que toutes les assises sont parfaitement horizontales. Bon, comparé à des monuments un peu plus anciens, ici, des monuments du Nouvel Empire, où bon, les maçonneries sont relativement horizontales, mais avec énormément de décrochements. À l'époque ptolémaïque, au contraire, cet aspect se radicalise, et vous voyez que les assises sont vraiment d'une rigueur absolue. Alors, ça avait deux intérêts. Enfin, plusieurs intérêts. D'un, c'était, enfin, la première chose, c'est que c'était lié à déjà à la mise en place des blocs, puisque en Égypte, il y a une tradition de déplacer les blocs en les tirant, donc sur des rampes, et on ne soulève jamais les blocs. En tout cas, on l'évite au maximum. Donc, en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois, ces assises servent de plateforme de roulement. L'autre aspect, c'est que ça permet d'une gestion optimisée du chantier, puisque à chaque assise, on peut les nommer et on peut donc savoir exactement combien on a posé de blocs, combien il en reste à poser. Et puis, vous le verrez sur des images que je vous présenterai après, ça permet aussi de contrôler la géométrie du bâtiment. Ça permet aussi un agrafage des blocs qui est assez systématique. On imagine que s'il y avait des décrochements, cet agrafage qui était important était beaucoup plus difficile à gérer. Voilà encore un autre exemple. On voit à l'intérieur, c'est moins visible parce que le décor cache un petit peu puis bon, c'était enduit, donc on perdait cet aspect-là, mais vous verrez que c'est tout aussi régulier qu'à l'extérieur. Voilà ici une façade d'Endera, pour montrer un petit peu cette rigueur. Alors, le module de pierre qui est utilisé à l'époque ptolémaïque et donné l'occasion de faire un exposé à la Maison de l'Orient, est un module donc pour la plupart des murs que vous avez vus précédemment. Voilà, ici il y a un module standard qui est commun à tous les monuments, qui est de l'ordre d'un bloc qui pèse à peu près 1 tonne, il y a une hauteur qui ne dépasse jamais la coudée et qui a une profondeur d'environ 2 coudées. Alors une coudée, c'est à peu près 52 cm. Et puis en longueur, c'est assez variable, mais c'est de l'ordre de 3 coudées, donc d'1,50 m. Alors ça va d'1,50 m à 2 mètres. Mais la règle, c'est que le bloc ne dépasse rarement la tonne. Ceci, certainement, pour des raisons à la fois de transport et de mise en place des blocs sur le chantier. Alors ici, il y a une vue du Djebel Silsilé, qui est un site assez exceptionnel en Haute-Égypte, qui se visite assez difficilement, mais qui témoigne un petit peu de l'aspect industriel de l'extraction de la pierre. Voilà ici des bancs d'extraction qui font une bonne quinzaine de mètres. Et ici, j'ai justement mis en vis-à-vis, vous voyez la maçonnerie posée et les bancs d'extraction. En fait, on a exactement les deux parois de la phase d'extraction, en fait, qui sont en vis-à-vis. Et vous voyez donc, on a entre la pierre posée et la pierre qui est extraite, on a très très peu de différence finalement d'aspect. Tout ça pour dire qu'on sent déjà là une gestion extrêmement optimisée de la découpe des pierres et du déchet. Finalement, on a quasiment pas de déchets entre ce qu'on a sorti de la carrière et les bâtiments. Il faut savoir que les bâtiments peuvent être au moins à 200 km de la carrière. Voilà ici un exemple le principe de pose de ces blocs. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous voyez qu'en fait, on pouvait avancer avec des petites rampes d'une assise à l'autre et de progresser comme ça simultanément sur plusieurs assises. Bon, c'est pas certain qu'on avance. Enfin, je suis pas c'est un schéma qui est intéressant, mais qui
qui est pas forcément... je ne suis pas certain qu'on avançait sur 4 assises en même temps, par exemple, mais plutôt voilà, cet aspect-là ici qui montre une phase arrêtée du chantier est plus représentatif. C'est-à-dire qu'on posait les blocs et on venait les poser les autres au fur et à mesure. Voilà un autre exemple. Alors, ici, on voit plusieurs aspects techniques à cette époque-là. Les trous de pince pour pouvoir déplacer des blocs. Les canaux ici horizontaux qui servent à répartir le mortier. Et puis l'agrafage des blocs. Ici, c'est un exemple de Dendera qui est assez exceptionnel. Généralement, les blocs ne sont reliés que sur la face extérieure des murs. Ici, vous avez les petits canaux de coulée de plâtre par lesquels on coulait le plâtre une fois que le bloc était posé et qui venait se répandre sous le bloc grâce aux canaux horizontaux. Ici, et à droite, une agrafe encore en place. Voilà d'autres exemples d'agrafage. Ici à Komombo, où un exemple où on voit que ces assises sont quand même parfaitement ajustées les unes aux autres. Donc il y a une cohésion qui est absolument parfaite. En fait, on essaye de retrouver la cohésion que la pierre avait dans la carrière, en quelque sorte. Vous voyez que les joints sont parfaits. Et comme je vous disais, seuls les blocs en périphérie sont généralement agrafés. Ici, c'est à Dendera, donc un exemple donc un peu exceptionnel où tous les blocs sont reliés entre eux. Dans les modes d'agrafage de liaisonnement, il y avait également aussi, ça c'est un cas au temple d'Opet que j'ai étudié un peu plus profondément. Il y avait un système à la base, c'est la première assise ici en superstructure et l'assise quatrième assise. Vous voyez que les blocs ont des petits systèmes d'encoches qui évitent donc au bloc de riper latéralement. Alors ces deux assises-là, ce système n'est présent que sur ces deux assises-là, à la base du monument. Alors tous les joints étaient sciés. C'est bien connu à l'époque romaine. Donc ici on voit le petit trait de scie à la base du joint vertical, qui donne souvent des joints un petit peu sinueux. Mais ce qu'on a pu montrer, et ça c'était nouveau je pense, c'est que les joints horizontaux également étaient sciés. Donc la marque la plus évidente, c'est le fait que les joints ondulent aussi. Donc en fait le principe était celui-ci, on sciait premièrement le joint vertical, on poussait ensuite le bloc contre le précédent, et puis on attaquait le sciage du joint horizontal en intercalant des petites cales au fur et à mesure du sciage. Alors il s'est avéré que on a expérimenté, on avait fait des observations et on a expérimenté toute la pose des blocs, mais on a expérimenté ce sciage avec un collègue tailleur de pierre qui est au centre franco-égyptien à Karnak. Et donc on a pu tester vraiment effectivement ce sciage qui paraît à première vue assez complexe à réaliser et qui s'avère finalement assez facile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que seule la bande qui est en contact au bord est sciée. Et en fait, les faces de joint entre les deux faces, entre le lit d'attente et le lit de pose, est légèrement ouvert à l'intérieur. Donc en fait, la scie ne frotte pas à l'intérieur du joint. Donc en fait, oui, pour donner une ordre d'idée, un sciage... ça ne prend pas plus d'une demi-heure pour scier un joint d'environ 1,20 m. Et ça peut être réalisé que par une personne seule. Autre chose aussi, c'est que les joints étaient une fois sciés, ils étaient
badigeonné avec un mortier qui était appliqué sur le joint. On en retrouve dans certains, parfois, quand les murs sont pas ravalés. Et en fait, ça permettait au mortier liquide qui était versé sur le lit d'attente de couler dans le canal qui était prévu à cet effet et puis se répandre sous le bloc. Ce mortier-là était destiné à remplir tous les vides qui pouvaient exister. Et ça collait véritablement les blocs. Voilà les résultats. Donc entre une expérimentation et puis donc on obtient exactement les mêmes choses. Autre détail intéressant, c'est qu'on a trouvé à l'endroit où on a posé les cales, on a ces petits détails ici, et on a retrouvé des détails un peu similaires sur de la maçonnerie. Autre aspect très intéressant de cette maçonnerie, c'est que, vous voyez derrière ici la maçonnerie dont je vous ai parlé, avec ces modules un peu standards qui constituent les murs. Pour les parties qui avaient des sollicitations exceptionnelles, comme les dalles de couverture, les cages d'escalier et puis les linteaux, là on utilisait les bâtisseurs utilisaient des blocs extrêmement gros, beaucoup plus gros, qui n'avaient pas d'ailleurs vraiment de limite, on va dire, mais qui permettaient donc d'avoir une résistance suffisante dans ces points critiques. Alors tous ces blocs-là, par contre, sont posés différemment, puisqu'ils se distinguent par des joints toujours épais à la base de ces blocs. Voilà, par exemple, sur une coupe, vous voyez ici, sur une coupe du temple d'Opet que j'ai étudié à Karnak, vous voyez ici le bloc de linteau qui fait, de mémoire, 7 ou 8 mètres de long sur 1 mètre de haut. Voilà. Alors, on retrouve les cales, parfois, on les voit encore derrière. Tout ça a été après fiché avec du mortier. Vous voyez ici un bloc de linteau qui apparaît sur un mur, et vous voyez que celui-ci il est bien posé sur un joint épais. Alors les cales, on les voit voilà, je ne sais pas si vous les distinguez, elles sont ici, là, non, on les voit encore, petite cale en bois. Alors des fois, ensuite, on bouchait ces joints avec un autre mortier. Des fois, on mettait aussi une baguette de bois, quand on retaillait d'ailleurs, peut-être pour plus de résistance. Et puis, le décor, parfois, empiétait sur ces mortiers. Je passe Alors, au niveau de la décoration, on retrouve un petit peu à l'époque ptolémaïque, elle se radicalise, elle devient extrêmement régulière. Ici, c'est une façade donc du pronaos d'Esna, et vous voyez que en fait, chaque scène rentre dans des scènes qui sont parfaitement régulières, de dimensions régulières. Et on trouve aussi pour les personnages, on peut remarquer qui sont aussi standardisés. Vous voyez que d'ailleurs les dieux ou les rois ont souvent le même profil. Enfin, le corps a le même profil. Alors, il se trouve que dans les rares cas de décoration inachevée, on voit on commence toujours par faire vous voyez, le profil, et puis ensuite on attaque les détails. Ce qui nous m'a donné l'idée que, alors ça c'est une hypothèse, parce que ça n'a pas été vérifié, mais on sait qu'en Égypte on utilisait beaucoup le carroyage pour mettre en place les décors, mais on se demande si à cette époque-là, pour aller plus vite et puis être plus précis, si on n'a pas utilisé des gabarits. Alors, vous voyez que par exemple sur ces deux personnages ici, alors ça, ce sont des redressements d'images, où qu'on peut parfaitement superposer. Et vous voyez ici sur cette image de droite les deux profils des deux personnages qui se superposent vraiment exactement. Vous voyez qu'il n'y a que les bras qui diffèrent. Bon, mais ça c'est normal puisque ça correspond à l'offrande et puis au geste, à l'action du personnage. Et puis souvent on distingue aussi le personnage par sa coiffe.
j'ai fait le test sur plusieurs autres. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est quand même assez frappant la superposition des profils qui est. Alors, est-ce qu'on peut atteindre cette précision avec un carreauage? Peut-être. Maintenant, on peut se demander s'il n'y avait pas l'utilisation de gabarits pour ce type de travail. Bon, ça, c'est des modèles, je vais passer rapidement. Là, maintenant, je vais vous montrer un travail que j'ai fait sur ce monument à Karnak, temple d'Opet, dont j'ai mené l'étude architecturale. Et j'ai pu, grâce à tout ce qui était visible a pu être dessiné. Et j'ai pu restituer donc alors je ne sais plus combien il y en a, 25, les 25 assises, j'ai pu restituer les plans des 25 assises de la maçonnerie du temple. Alors je ne vais pas les passer les 25 là, mais voilà, vous montrer un exemple de ce travail-là. C'est relativement schématique, mais ça permet de placer un petit peu de voir un peu toute la sophistication. Il se trouve que chaque assise a des particularités bien... ont chacune des particularités. Ici, on a des remplois assez curieux au-dessus des cryptes qui sont en calcaire. Vous voyez ici aussi cette assise, c'est l'assise que je vous ai montrée tout à l'heure qui a des décrochements pour pouvoir empêcher que les blocs ne ripent latéralement. Ici, une autre vue. Vous voyez donc là, à cet endroit-là, les blocs ne sont plus en boutisse disposés en boutisse comme sur cette assise-là, mais ils sont tous en carreaux, comme c'est le cas d'ailleurs pour la plupart des assises. Vous voyez aussi là des blocs qui sont réemployés dans le sol. Voilà, ce travail-là, l'objectif, c'était justement de voir la disposition, où est-ce qu'il y avait des boutisses, où est-ce qu'il y avait les carreaux, où étaient aussi les parpaings, c'est-à-dire les blocs qui traversent les monuments, pour voir un petit peu comment ils essayaient de répondre aux sollicitations et quelles étaient vraiment leurs... essayer de comprendre un petit peu ce qui... la découpe des blocs par rapport aux problèmes de résistance. Alors, ce qui m'a... Vous voyez ici en coupe, donc ça paraît assez schématique, mais c'est vraiment extrêmement régulier. Le temple repose sur une... Vous voyez, les fondations sont assez profondes et reposent sur un lit le fond de la fosse est rempli par une couche d'environ 70 cm de sable. Et on a ici une première assise, une sorte de radier, sur lequel... a été dessiné le temple. Vous voyez des grands caissons aussi dans l'épaisseur des fondations. Alors une chose qui est assez remarquable aussi, c'est que vous voyez qu'il y a un fruit à l'extérieur, mais en fait ces caissons ou les cryptes qui sont en infrastructure sont non pas axés sur la pièce du dessus, mais sont légèrement désaxés sur l'extérieur, ce qui confère au mur aussi un talus, et ce qui donc renforce très certainement évidemment la structure générale. Voilà une autre coupe. Donc tous ces caissons ici étaient remplis de réemploi. C'était une sorte un reliquaire, mais on en retrouve des réemplois des temples qui ont précédé celui-ci. Il faut savoir que celui-ci a remplacé trois temples, deux autres temples qui étaient construits au même endroit. Donc tout ce travail-là m'a permis essayer de restituer le chantier. Alors je vais vous montrer trois images. Vue un peu instantanée du chantier. Alors, le temple d'Opet est assez particulier dans la mesure où il est construit entre deux temples qui préexistaient. Et donc, ils ont certainement creusé leur fondation, leur grande fosse de fondation, autour d'ailleurs de celui-ci. Et ils ont donc sur le radier que je vous ai montré, ils ont implanté le temple dessus. J'ai retrouvé les tracés d'implantation grâce à des troupes de pilleurs qui avaient été faits dans les cryptes.
Donc oui, la rampe ici, j'ai pu à peu près m'assurer qu'il y avait une rampe que d'un côté et qui était latérale et non pas axiale, grâce à la position des canaux de coulée verticaux qui me permettent de connaître le sens d'approvisionnement des blocs. Donc ici, une autre étape du chantier, où vous voyez que le temple était complètement enserré dans un mur de briques, et les pièces étaient très certainement remplies de déchets de taille. Alors ça permettait d'avoir une grande plateforme, en quelque sorte, sur lesquelles les ouvriers pouvaient travailler. Ici, à l'arrière, par exemple, un gros bloc de linteau. Donc en fait, il y avait deux types de travail. Il y avait le travail de la pierre et puis de la brique, qui était assez conséquent. Donc on sait, les illustrations sont assez rares, mais on sait ici dans cette tombe de Récmiré, on voit ici un monument qui est en pierre, qui est symbolisé qui est représenté ici par ces éléments blancs. Et vous voyez que entre ces piliers, on voit des structures en briques où on a l'impression qu'on a mis un peu tout ce qu'on avait sous la main. Et la rampe ici avec un bloc qui est en train d'être certainement une architrave qui est en train d'être dressée. Ici aussi à El Kab, un exemple de rampe en briques. Voilà, et là, ici, la phase au sommet du bâtiment, où on pose les dalles. Donc, évidemment, le fait que les pièces aient été remplies facilitait le déplacement de ces dalles jusqu'à leur position finale. Alors, il se trouve que les pièces pour lesquelles qu'on venait recouvrir étaient certainement vidées assez rapidement et décorées, probablement à ciel ouvert, puisque ça facilitait grandement le travail des décorateurs. Et en fait, pour la pose d'une dalle, il y avait c'était pas gênant que ça soit vide. Mais c'était pas systématique. Alors ça, on le sait que certaines dalles ont été posées après la décoration, grâce à des coulures sur certains décors. Alors, en guise de conclusion, j'ai fait ces schémas que j'avais déjà présentés pour essayer en fait, dans le chantier égyptien, il faut distinguer en tout cas dans les chantiers que je vous ai exposés, il faut distinguer 3 pôles importants, qui est celui de la carrière, le transport et la construction elle-même. Et en fait, ces 3 pôles sont, à mon avis, à peu près équivalents en termes d'économie de moyens. Et ce qui se passe, c'est il y avait 3, c'est exagéré, mais il y a on peut imaginer 3 cas, par exemple, où en carrière, on essaye de sortir des très gros blocs, mais alors on va après avoir des problèmes pour les transporter. Par contre, pour le bâtiment, évidemment, le monolithisme est toujours, en termes de solidité, serait plutôt bénéfique. Donc ce que j'ai représenté avec des étoiles. Ici, on a un bloc moyen qu'on peut transporter relativement facilement, et on peut obtenir des murs relativement solides. En fait, celle-ci, c'est plutôt la solution qui a été choisie à l'époque ptolémaïque. Et la 3e solution, c'est de faire des blocs plus petits, faciles à extraire, faciles à transporter, mais qui font des maçonneries qui est moins résistantes. Et donc c'est celle-là pour laquelle a opté l'époque ptolémaïque. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il y a une synergie qui se passe entre... je pense qu'ils avaient conscience qu'il ne fallait pas privilégier un de ces pôles plutôt qu'un autre, et donc le soin était le même pour tous les pôles. C'est ce qu'on revoit, c'est ce qui transparaît finalement dans la lecture de la maçonnerie, c'est que tout est pris avec la même attention, et il n'y a aucun... il y a rien évidemment n'est laissé au hasard, mais tout essaye d'être contrôlé, ce qui permet d'éviter les aléas, ce qui sur un chantier, on sait que c'est la chose la plus redoutée.
Alors ça permettait d'aller très vite et puis aussi de savoir exactement, de respecter les délais. Donc il y avait vraiment une maîtrise à tout point de vue. Donc en fait voilà, c'est ce schéma pour vous montrer que à l'époque Ptolémée, on se situait vraiment entre ces... on essayait de toujours être au centre de ces 3 préoccupations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.